Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui, nouveau top 10 cyclisme sur la saison 2022, nouveau bilan de l'année 2022. Aujourd'hui, on attaque les révélations de la saison 2022. Alors les révélations, je vais faire une petite mise au point, c'est les concurrents qui pour moi se sont vraiment révélés cette année 2022. Je ne parle pas par exemple de coureurs qui ont moins de 23 ans. Je ne parle pas d'espoir. Alors, oui, dans ce classement, beaucoup de coureurs sont jeunes. Je pense que la plupart ont moins de 23 ans. Mais ce sont surtout pour moi des coureurs qui sont pour la première fois, cette saison, qui pour la première fois ont atteint des gros objectifs de carrière et qui se sont révélés aux yeux du cyclisme. C'est pour ça que dans ce classement, vous ne verrez pas Thomas Pidcock. Parce que pour moi, Thomas Pidcock, on l'a déjà vu les années précédentes. Pas de Remco Evenepoel non plus, parce qu'on l'a déjà vu les années précédentes. Pas de Matteo Jorgensen pour la même raison, on connaît déjà ses qualités auparavant. J'ai hésité pour Quinn Simmons, mais je me suis dit, l'année dernière, il avait déjà fait quelques petits trucs. Alors c'est vrai que cette année, il a franchi un cap, Quinn Simmons. Mais l'année dernière, on avait déjà vu quelques petits éléments. Et Andreas Leknesund, bah là non plus, hein, pour moi, c'est pas une totale révélation. Il a passé un cap, Leknesund, mais on connaissait déjà ses qualités en échappée auparavant. Donc voilà, petite mise au point sur ce classement, c'est vraiment pour moi des coureurs qui, à mon sens, hein, encore une fois, c'est un classement qui est personnel, c'est un avis personnel, qui pour moi se sont révélés cette année. Donc on aura pas mal de coureurs qui sont dans leur première année chez les professionnels et parfois des coureurs qui sont dans leur deuxième, troisième année chez les professionnels, mais qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas montré grand-chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, n'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0, à écouter surtout EPS 2.0 sur Spotify. N'hésitez pas également à aller voir TikTok sur la chaîne Amérique Production, tout attaché sur TikTok pour aller voir un petit peu ce qui se passe, même si en ce moment c'est calme, mais il va y avoir la F1 du côté de Abu Dhabi, et surtout la Coupe du Monde là, parce que oui, j'ai un petit décalage par rapport au moment où j'enregistre la vidéo et le moment où elle sera diffusée. Donc n'hésitez pas à voir tout ça, n'hésitez pas quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je crois qu'on a tout dit, on peut donc se concentrer sur ce classement du top 10 des révélations et on commence par le concurrent numéro 1 de ce top 10, c'est celui qui est classé en 10e position. Cocorico, pour ce premier concurrent, on va en avoir quelques-uns hein, dans ce top 10 des révélations, puisqu'on a eu une belle saison du côté des Français. On commence avec Kevin Vauquelin. Pourquoi j'ai mis Kevin Vauquelin? 21 ans, coureur d'Arkea Samsic, qui est dans sa première année complète chez les professionnels. Donc déjà, mais surtout, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon sur les courses d'une semaine. Deuxième du Tour du Luxembourg, également deuxième du Tour du Poitou-Charentes, sixième du Tour de l'Arctic Race of Norway, sixième du Tour d'Oman, et je rappelle qu'il y avait pourtant Masnada et Jan Hirt sur cette course, 12e du Tour de Belgique, et il a également fait 24e des Trois-Vallées Varézines, 20e du Giro dell'Emilia, on rajoute à ça 7e des championnats d'Europe du contre-la-montre, du côté de Munich, enfin c'était un petit peu plus loin que Munich, il y a eu des très très belles choses dans la saison de Kevin Vauquelin. On l'a vu sur le contre-la-montre, où il a été, c'est vrai, très bon sur les différents contre-la-montre qu'on a pu voir. Je pense que c'est un coureur qui sur le contre-la-montre doit prendre encore un petit peu de caisse. On l'a vu notamment au championnat de France, qui était quasiment le plus long contre-la-montre de l'année, avec 44 km, où il finit 10e, où il a un petit peu de mal, je crois me rappeler, sur la fin de parcours. Mais sur un parcours comme les championnats d'Europe, qui est un parcours de 24-25 km, qui est maintenant le format habituel, on va dire, du contre-la-montre, ce qui m'insupporte un petit peu, parce qu'on ne voit plus de prologue, on ne voit plus également de très longs contre-la-montre. Mais ça fait partie des nombreuses choses qui m'énervent dans le cyclisme moderne. Mais dans ce championnat d'Europe du contre-la-montre, il est impressionnant, et pourtant il y a du monde également, notamment Bisseger, Kung, Ghana, donc niveau contre-la-montre, il y avait un petit peu le top du top quand même. Et sur le Tour du Luxembourg, l'étape de Luxembourg, impressionnant. Pourtant, arrivé en boss,
chapeau. Sur les classiques italiennes, 20e du Tour d'Émilie, c'est quand même la course qui, dans ces fameuses courses de fin de saison italienne, se rapproche de plus de ce qu'on a sur le Tour de Lombardie. Donc faire 20e sur cette course-là, alors je sais bien que c'est pas la même liste de départ, et voilà, mais faire 20e, c'est quand même vraiment bien. 7e également du Tour des Asturies. Deuxième d'une étape du Tour de la Sarthe, du côté de Sablé-sur-Sarthe, même précisément. 6e également du Tour de Man, ça j'ai déjà dit. 2e du côté de Jabal al-Akhdar, l'étape numéro 5. Et 3e à Muscat. Sur les 2 étapes qui étaient les plus difficiles, parce que les autres étaient des étapes de plat. C'est quand même vraiment pas mal. Et on rajoute à ça 7e d'une course aux Pays-Bas, le Albert Achterherz, je le prononce très très mal, Profonde van Drenthe. Von Trent, je pense même. Donc il doit être une course dans le vent. Donc voilà, non, c'est vraiment très intéressant. 25e du Grand Prix de Denain aussi, 27e du Samin, 4e de la route à Dédie de Vitré. La saison est vraiment bonne de la part de Kevin Vauquelin pour une première année chez les professionnels. Alors c'est sûr qu'à partir du mois d'août, il a été très très bon, mais première sélection en équipe de France sur le contre-la-montre, 7e. On a vu pire quand même. Et ça, c'est également très prometteur parce que c'est pas comme si, du côté du contre-la-montre, on avait énormément de pépites. Donc voilà, la performance qu'a réalisée Kevin Vauquelin est vraiment très très bonne. Et c'est pour ça que je le mets 10e parce que je trouve qu'il finit bien la saison. Et sur des courses où il y avait du niveau, parce que le Tour de Luxembourg aussi, il y avait du monde. Donc c'est ça qui m'a intéressé également du côté de Kevin Vauquelin. On passe tout de suite à la 9e position. 9e position. Deuxième coureur français, bleu, blanc, rouge, je suis François le Français. Eh bien non, parce que les Français ont été bons cette année. Et c'est Hugo Page, le deuxième Français de ce classement. Hugo Page, donc 9e. 21 ans, chez Intermarché. Alors auparavant, il était dans l'équipe continentale Groupama FDJ, mais pour moi, il s'est vraiment révélé au niveau, du côté du haut niveau cette saison. 3e de Binche-Chiné-Binche en fin d'année. Il a fini 4e d'une étape du Dauphiné libéré, du critérium du Dauphiné, pardon, faut plus dire Dauphiné libéré. 5e d'une autre étape, 4e du classement des meilleurs sprinters, enfin du classement par points de cette course. 6e de la première étape du Tour du Limousin. 5e de la Ardennes classique. 3e donc de Binche-Chiné-Binche. 16e de Paris-Cheny, 16e également du Grand Prix d'Isberg, 5e de la classique Loire-Atlantique, également 5e de la dernière étape du Tour de Man au sprint, 8e de la première étape de cette même course. Des très bons résultats. Et puis, vous rajoutez dans tout ça qu'au championnat de France, il prend une énorme chute. Il finit quand même la course. Vous rajoutez à ça 3e du classement des jeunes des 4 jours de Dunkerque. Vous rajoutez à ça 11e de la route Tourangelle, 12e de la route Adélie de Vitré. Et bien vous rajoutez une saison qui est vraiment pas mal du côté d'Hugo Page. Parfois dans le rôle de lanceur, parfois dans le rôle de sprinter. Numéro 1, je trouve que c'est vraiment une très très belle saison d'un coureur qui s'épanouit, j'ai l'impression, chez Intermarché. Coureur qui vient de Chartres, très grand gabarit, 1m85, 71, enfin très grand gabarit. Pour moi, plutôt sprinter pour le moment, mais c'est vrai qu'on m'indique qu'il était également très bon sur le contre-la-montre dans ses jeunes années, et que cette année, il a retrouvé sa puissance au sprint qu'il avait un peu perdu les années précédentes. Et bien, s'il est aussi bon, s'il est meilleur en contre-la-montre encore qu'en sprint, pour l'instant, il ne nous l'a pas trop montré, mais s'il est aussi bon rouleur qu'il est sprinter, dans les années à venir, ça va être intéressant du côté du Page. Mais moi, je l'ai trouvé très, très bien et puis très intelligent, notamment dans son altercation avec Molano. Altercation, c'est plutôt Molano qui va chercher des noises. Mais je trouve que sa réaction à ce moment-là était très calme, très intelligente de sa part, alors qu'il a que 21 ans, il a montré beaucoup plus d'intelligence et de maturité que Molano ce jour-là. Et on rajoute à ça, oui, une année où il y a des très bons résultats, et puis ça se finit presque en apothéose, parce qu'après ensuite il a fait pareil tour, mais Binche-Chiné-Binche finir 3e, c'est quand même une course de référence en Belgique,
Donc ça montre que c'est un coureur qui fait vraiment du bon boulot. Première année en World Tour réalisée cette saison-là. En plus, première année en World Tour, quand tu arrives dans une équipe étrangère, alors je sais bien que c'est Intermarché, c'est peut-être pas la plus gros, enfin c'est peut-être pas l'écart de culture le plus important avec la France, mais c'est quand même une équipe étrangère, donc il faut s'adapter. Parfois, c'est pas toujours facile quand vous venez d'un petit cocon et décider de quitter le cocon Groupama FDJ pour aller chez Intermarché, c'est aussi un choix fort de sa part, mais c'est un choix qui a été payant cette année pour Hugo Page, donc 9e de ce classement des révélations de la saison 2022. On passe tout de suite au numéro 8. Numéro 8, on passe avec un Américain, Magnus Sheffield, vainqueur de la Flèche Brabanson, deuxième du Tour du Danemark. Magnus Sheffield, c'est la révélation, une des révélations sur les classiques. C'est avec la Flèche Brabanson qu'il a remporté, il a été impressionnant ce jour-là, il faut le dire, mais il faut rappeler l'énorme travail qu'il a effectué pendant l'Amstel, qui a permis à Katowski de s'imposer. 15e d'à travers les Flandres, 4e de l'étape 5 du Tour d'Andalousie avec une victoire du côté d'Autura dans ce Tour d'Andalousie. Il y a eu des choses vraiment bien sur la première partie de saison. Ensuite, mois de mai, un peu plus compliqué sur le Tour de Romandie, 6e quand même du Tour de Norvège. Et puis 3e des championnats des États-Unis sur la course sur route, 2e du contre-la-montre. Sur le Tour du Pologne, il fait 2e du contre-la-montre en boss, qui était assez atypique, 11 km 800 du côté du contre-la-montre du Tour de Pologne, gagné par Timen Arensman ce jour-là. Et puis sur le Tour du Danemark, 2e derrière Christophe Laporte. Quand on voit la saison qu'a fait Christophe Laporte, c'est vraiment très très bien de la part de Magnus Sheffield, et ça montre encore une fois ses qualités sur les épreuves de type classique. 11e de l'étape 3 à Sunderland du Tour de Grande-Bretagne, 10e du général de cette course, qui a été, je rappelle, tronquée avec la mort de la reine Elisabeth II. Donc non, vraiment, ça a été très bien de la part du coureur américain. De toute manière, Ineos, quand ils piquent un coureur comme ça, Rally Cycling, c'est qu'ils savent déjà qu'il y a des qualités chez ce coureur. Et puis, de toute manière, Ineos, quand ils recrutent des mecs aussi jeunes, c'est qu'ils, alors des fois ils se sont plantés, hein. Il y a quelques coureurs où ils pensaient qu'il y avait une pure pépite, et puis ça n'a peut-être pas marché aussi bien ensuite pour la carrière de ces mecs-là. Mais bon, Ineos, normalement, quand ils te recrutent à cet âge-là, c'est qu'ils sentent quand même qu'il y a un truc. Ils sentent que t'es pas un branquignol et que t'es un coureur qui peut vraiment servir leurs intérêts, et c'est totalement le cas avec Magnus Sheffield. À 20 ans, réussir à faire ça sur le classique, ça montre. Bon, déjà, il y avait un très très bon coup de pédale quand il s'impose sur la Flèche Brabanson, mais il a été très intelligent dans sa manière de faire aussi, dans sa manière de construire sa victoire sur la Flèche Brabanson. Je trouve que Ineos a fait du bon boulot ce jour-là, et en particulier Magnus Sheffield, qui avait été vraiment très très fort, parce qu'il avait attaqué plusieurs fois dans la course avant de sortir. C'est un coureur de classique. C'est un gabarit à 1,83, 74 kg. C'est pas un poids plume. Et ensuite, il y a d'énormes qualités chez ce coureur, d'énormes qualités de rouleur chez Magnus Sheffield. Donc j'attends de voir ce que ça va donner l'année prochaine sur les classiques, parce que Ineos s'en est plutôt pas trop mal sorti cette année, hein. C'est vrai qu'Ineos a une particularité, c'est de faire une meilleure saison des classiques qu'une saison des grands tours, et on va voir ce que ça va donner maintenant Sheffield l'année prochaine, parce que si Ineos se plante pas comme ils se sont pas plantés cette année sur les classiques, c'est un coureur qui va être très très dangereux. Coureur en position numéro 7. En position numéro 7, nous retrouvons un coureur italien, un poursuiteur qui n'est pas Filippo Ganna, qui est Jonathan Milan. Peut-être l'une des rares satisfactions de la Bahreïn, et peut-être même avec un autre coureur qui est également dans ce classement, l'une des plus grosses satisfactions de la Bahreïn Victorious cette année.
Alors, c'était pas sa première année chez les professionnels, il a fait 2 années en Continental, il était déjà chez Bahreïn l'année dernière en 2021, mais pour moi, c'est vraiment cette année qui s'est révélée. Énorme qualité de sprinter, hein, on l'a vu, du sprinter long, très long, même du côté de Jonathan Milan, capable de faire 400 mètres de sprint. J'avais pas vu ça depuis peut-être Alexander Christophe dans ses grandes années. Chez Katusha, où il avait été en capacité plusieurs fois de faire ça, notamment une fois sur le Tour de France où il avait fait 350 mètres, 400 mètres de sprint. Ça a été le cas pour Jonathan Milan, notamment sur la Croix-Race. Des qualités quand même pour passer les bosses, parce que sur l'étape de gravel, qui je crois était l'étape numéro 3, il fallait y aller sur cette étape-là, avec la bouche grande ouverte, pour ceux qui se souviennent, sur la Croix-Race. Là, ce jour-là, il m'a impressionné, j'ai compris que Jonathan Milan, c'était pas seulement un sprinter, c'était un coureur qui avait des qualités également pour passer les bosses, et ça c'est très important dans un effectif comme l'effectif de la Bahreïn. Et puis deuxième d'une étape sur le Tour d'Allemagne. Très bon Tour de Pologne également, où il fait troisième à Sanok, troisième également à Zamość. Il y a eu des très bonnes choses. Alors avec une saison qui s'est découpée en 2 parties, il y a eu une première partie qui s'est finie au mois de mars. Ensuite, il a pas mal fait de pistes aussi, hein, notamment dans l'équipe de poursuite italienne, où c'est un élément très important de cette équipe de poursuite italienne qui veut avoir le titre encore à Paris en 2024. Et puis à partir du mois de juillet, vraiment très très impressionnant. Et au départ, on l'utilisait en tant que poisson pilote, et il est devenu sprinter sur la fin. Et je pense que Bahreïn serait bien inspiré de l'utiliser comme sprinter. Mais c'est un coureur qui l'année prochaine est dans sa dernière année de contrat, Jonathan Milan. Si j'étais une équipe française, ou même d'autres équipes, voire une équipe comme Trek, Segafredo, c'est un coureur qui pourrait énormément m'intéresser. Parce qu'un mec qui est capable de faire des sprints de 350-400 mètres, qui a des bonnes qualités sur le placement, qui passe quand même les bosses, et pas des petites bosses, parce que la bosse sur le Tour de Croatie, elle faisait 2 bornes, il y avait des sacrés pourcentages, et en gravel, ils sont pas nombreux. Et en plus, c'est un coureur qui ne rechigne pas la tâche en tant qu'équipier. C'est-à-dire que c'est un coureur qui est capable de rouler des longs bouts droits en tant qu'équipier. Ils sont pas nombreux hein, à ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment le coureur qui m'a fait, sur la fin de saison, la plus grosse impression. Vraiment, moi, sur le Tour de Croatie, il m'a mis un peu, comme je l'ai dit assez souvent, sur le cul. Parce que quand j'ai vu sa manière de courir, je me suis dit, oh putain, on est quand même sur une grosse pépite, quoi. Et ça a été totalement le cas. C'est-à-dire grosse pépite de la part de Coco. Donc ouais, bravo ce qu'a fait Jonathan Milan sur cette année 2022, parce que ça a été très solide de la part du coureur italien, qui a fait vraiment du très bon travail. On poursuit avec le coureur classé en position numéro 6. Et on attaque un coureur de grand tour pour cette position numéro 6 qui va rejoindre Ineos l'année prochaine. Peut-être un très bon recrutement de la part d'Ineos qui était cette année chez DSM, c'est Thymen Arensman, le néerlandais. Que dire de la saison d'Arensman? Je pense que travailler avec Romain Bardet a été vraiment bénéfique pour lui sur le début de saison. On se souvient de cette étape sur le Tour des Alpes où il a été impressionnant. Très bon également sur Tirreno, il finit 6e, deuxième du classement des meilleurs jeunes. Donc ça c'était vraiment déjà excellent en étant 6e du contre-la-montre inaugural du côté de Tirreno Adriatico. 3e du Tour des Alpes, vainqueur du classement des jeunes avec cette magnifique dernière étape du côté de Linz. Tour d'Italie, il commence piano, mais il finit très fort son Tour d'Italie, notamment 2e à Aprica, 5e à Marmonada au Passo Fedaia, 2e à Vérone.
Ouais, pas mal quand même, hein. 18e du classement général pour un premier Tour d'Italie à cet âge-là, hein, parce que je rappelle qu'il a seulement 22 ans. Alors, c'est quand même assez impressionnant, certes deuxième année en World Tour, mais quand même impressionnant seulement pour un premier Tour d'Italie, parce qu'il avait déjà fait le Tour d'Espagne dans sa carrière. Vainqueur du contre-la-montre du Tour de Pologne, où il atomise la concurrence ce jour-là, vraiment impressionnant. Et sur le Tour d'Espagne, eh bien, victoire du côté de la Sierra Nevada, deuxième au Puerto de Navacerrada, et sixième, pardon, du général, là encore, avec une dernière semaine où il finit très très fort, parce que septième également à la Sierra de la Pandera. Compliqué de faire... Enfin, voilà, il est que sixième dans ce classement, et parce que devant, on a du très gros niveau cette année, hein, chez les révélations. Parce que devant, oui, c'est du lourd, hein. Les 5, le 5 de devant, c'est du costaud, hein. Mais Thymen Arensman, oui, 22 ans, alors 23 ans bientôt. Mais oui, il a vraiment montré que c'est un coureur qui peut jouer quelque chose sur les grands tours. Parce que quand tu tiens comme ça en troisième semaine, ça montre que tu as des qualités qui sont excellentes. Des qualités sur le contre-la-montre. Donc avec un Tour d'Italie l'année prochaine qui fait 70 km de contre-la-montre, ça peut être un outsider pour un top 10. Ça peut être un mec qui peut être très intéressant, et je pense que Ineos a bien fait de le recruter. Voilà. Et c'est dommage pour DSM de perdre encore une pépite. C'est quand même une équipe qui a tendance à perdre ses coureurs, ses pépites très vite. Warren Barguil, Van Wilder, Thymen Arensman, qui ont quitté cette équipe alors que DSM les découvre, ou Sunweb, puis ils quittent cette équipe alors qu'ils sont très, très performants, parfois pour des problèmes relationnels. Mark Hirschi aussi, parfois parce que pour d'autres raisons financières, pécuniaires. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui arrive toujours à découvrir des talents, je pense, ou à faire performer des coureurs. Et ils ont cette qualité-là, notamment avec Watson également, cette année du côté des sprints, qui progresse également pas mal. Enfin voilà, c'est une équipe qui je trouve fait du très bon travail toujours au niveau des jeunes. C'est vrai que c'est peut-être l'une des équipes à conseiller pour les jeunes coureurs qui veulent monter en World Tour, ou qui veulent monter, on va dire, au top niveau, dans un statut très professionnel. Je pense que DSM est vraiment l'une des bonnes équipes pour le faire, parce qu'ils ont maintenant ils savent faire ce job-là, et ils ont les qualités pour faire ça, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc bravo monsieur Arensman pour la saison 2022 qu'il a réalisé. On passe tout de suite au numéro 5. On passe au concurrent en 5e position, c'est Carlos Rodriguez, espagnol, des Ineos, de l'équipe Ineos. Alors, comme je vous en avais parlé lors de la vidéo des grimpeurs, que j'avais du mal à les classer parmi le top 10 des grimpeurs, c'est comme c'était des révélations, j'avais eu du mal peut-être à faire un switch de cerveau malgré leur bonne saison, et j'ai voulu les mettre en avant sur cette révélation. Alors, pas de chance pour eux également dans ce classement-là, c'est qu'il y a du lourd chez les sprinteurs aussi en cette année 2022, et qu'il y a des coureurs qui ont été très performants chez les sprinteurs. Carlos Rodriguez 5e, très bonne saison de la part de Carlos Rodriguez. C'est peut-être l'un des grimpeurs chez Ineos qui a eu la saison la plus complète. Parce qu'il a été bon en début de saison, il a été bon en fin de saison. Je pense que c'est un coureur qui a réussi tous les objectifs qu'on lui avait imposés cette année. Mais quand je dis qu'il a été performant toute l'année, c'est qu'il fait 3e du Tour de la Communauté de Valence au mois de février, 4e du Tour d'Andalousie. C'est même là où je me suis dit, putain, Rodriguez, au moment du Tour de la Communauté de Valence, je m'étais dit, on le connaissait d'avant déjà.
Et c'est là où j'ai regardé un petit peu que pas énormément en fait. Alors oui, j'avais vu 2-3 fois, mais c'était pas le coureur qui était le plus connu quoi. Quatrième du Tour d'Andalousie, cinquième du Trofeo Legueglia, qui est quand même une course importante du début de saison italien. Vainqueur d'une étape du Tour du Pays Basque, également deuxième de la route d'Occitanie au mois de juin, quatrième du championnat d'Espagne du contre-la-montre, premier du championnat d'Espagne sur route, cinquième de la Classica Saint-Sébastien, ce qui est un petit peu intéressant quand même, quatrième du Tour de Burgos, en étant quatrième de la dernière étape, cinquième de l'étape de numéro 2. Et puis, sur le Tour d'Espagne, très bon, et il arrive à finir septième malgré sa chute. Il se prend une chute quand même lors de l'étape numéro 20, qui est monstrueuse cette chute. Non, c'est pas l'étape numéro 20, c'est en troisième semaine, je sais plus c'est quelle étape, j'ai oublié. Mais il se prend une chute, il est complètement éraflé sur tout un côté. Et là, on se dit à ce moment-là, lors de la dernière étape, il ne va pas tenir. C'est-à-dire qu'il va se faire démolir. Et il s'accroche sur cette dernière étape. Mais il s'accroche. Mais vraiment avec beaucoup de courage. Parce que je pense que physiquement, c'était pas simple vu les brûlures. Et il arrive à finir encore septième. Malgré une étape où il perd des positions, il finit septième. C'est un très bon résultat. Cinquième du Tour de Lombardie également. Donc il a été performant de son premier jour de course à son dernier jour de course. Il y en a quand même 63 cette année. Alors c'est pas le calendrier le plus fourni qu'ont eu des coureurs, mais pour un coureur de grand tour comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, sachant que je rappelle qu'on bloque à 85 jours de course en World Tour, 63 c'est déjà vraiment pas mal. Et 21 ans. 21 ans seulement. Et contrairement à Juan Ayuso, on nous en parle depuis des années, Carlos Rodriguez, j'ai pas moi qu'on nous en ait autant parlé chez les jeunes. J'ai pas ce souvenir là. Alors moi je l'ai déjà vu chez Ineos avant. Alors je saurais pas vous dire. Le Tour de Grande-Bretagne peut-être. Le Tour de l'Avenir non, parce que vous savez que j'ai jamais le temps de le suivre, le Tour de l'Avenir, donc c'est pas le Tour de l'Avenir, mais je l'avais vu sur une autre course. J'avais déjà vu plusieurs fois, mais c'est vrai que entre les résultats qu'il a fait en 2021, les résultats qu'il fait en 2020 et les résultats qu'il fait en 2022, c'est pas le même monde quoi. Et là il a passé un cap, 21 ans, ça reste encore très jeune pour un coureur. C'est vrai qu'on n'est plus habitué, parce que maintenant avec Remco Evenepoel, jeune, ça n'existe plus, mais il a montré vraiment beaucoup de talent. Moi, surtout sur la fin de la Vuelta, il m'a impressionné, parce que le talent, on savait déjà qu'il avait du talent par rapport à son année 2022, mais mentalement, il a été solide sur cette fin de course. Et vraiment, voilà, moi je pense que ça fait partie des coureurs qui ont fait une très très bonne saison, mais de toute manière, à partir de maintenant, on est vraiment sur des coureurs qui ont fait des très très grosses saisons. On passe tout de suite au numéro 4. Le numéro 4, c'est un coureur dont on a déjà parlé chez les sprinters, où c'est vrai que j'ai intégré des espoirs, ce que j'ai pas fait du côté des grimpeurs. C'est Olaf Koy. Olaf Koy, qui je crois était 6 ou 7 du classement des sprinters, je peux vérifier ça, mais qui a été très très bon cette saison. Il était 6ème voilà, du classement des sprinters. Très grosse saison. Alors, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est que il a parfois été sur des plus petites courses, mais bon, Arnaud Delis a fait la même. Mais il a remporté 2 étapes sur le Tour du Danemark, remporté une étape il a remporté le Tour du Munster, remporté le ZLM Tour assez largement, remporté la première étape du Tour de Hongrie, remporté plein de courses, parce que je crois qu'il est à 15 victoires d'étape cette année. Olaf Koy, on remporte pas 15 victoires juste avec la facilité. Alors oui, le calendrier était peut-être pas aussi imposant que chez d'autres,
Mais Olaf Koy, moi je l'ai repéré l'année dernière, c'était sur le Tour de Croatie, où je l'avais trouvé très très bon sur le Tour de Croatie. Il avait remporté déjà ce jour-là, sur cette course-là, 2 étapes. Mais là, il a été très très bon. Et puis c'est un sprinter, alors plus dans les sprinters courte distance, mais vraiment un sprinter qui a vraiment des qualités de puissance qui sont assez dingues. Je trouve que. Puis il sait se faufiler, il sait trouver les bonnes ouvertures au bon moment. Olaf Koy, notamment sur le Tour de Pologne, on a eu quand même des sprints assez musclés. Il trouve toujours la petite ouverture au bon moment ou pour se faufiler. Non, vraiment très très bon, très très bon Olaf Koy. Maintenant, il va falloir voir quel va être son calendrier dans les années à venir. Est-ce qu'on va pour le moment le laisser sur des courses, je ne vais pas dire de moyenne importance, mais au moins sur des courses d'un jour? Et est-ce qu'on le mettra l'année prochaine sur des courses un peu plus, voir le tour que ce qu'il a pu faire cette année? Parce que moi j'aimerais le voir avec face à des Jacobsen, face à des Van Poppel, face à des Sam Bennett, face à des Arnaud Démare, face à des Nasser Bouhanni, pour voir vraiment ce que ça donne. Mais bon, déjà sur le Tour du Pologne, hein, où il était face à notamment Arnaud Démare, et il y avait une belle opposition sur le Tour de Pologne. Bon, il remporte une étape, il fait deuxième de la dernière étape, il fait quatrième et cinquième. Enfin, voilà, il fait vraiment un très bon résultat, deuxième du classement des sprinters sur cette course-là. Bon, ça montrait déjà un petit peu les qualités du bonhomme, 15 victoires sur l'année. Là aussi, bon, il y a des très très bonnes choses, notamment sur Tirreno. Alors sur Tirreno, c'était compliqué parce que les sprints étaient aussi un peu merdiques. Parce que c'était très technique souvent les étapes. Je crois qu'il fait l'étape où il fait 3, je crois que c'est l'étape où il y a les pavés dans le dernier kilomètre. Mais oui, il a été bon, et c'est un coureur que j'aimerais voir l'année prochaine sur des courses d'un peu plus grosse importance que ce que j'ai pu voir cette année. Ou au moins avec des courses, voir ce que ça donne notamment sur des classiques du calendrier, avec des grosses oppositions de sprinters, pour voir ce que ça donne du côté de Olaf Koy. Mais chapeau l'année qu'a réalisé Olaf Koy, et il mérite totalement cette 4e place au classement, et on rentre sur le podium. Médaille de bronze de ce classement des révélations de la saison 2022. Fred White. Je parlais avec Jonathan Milad, c'est le deuxième qui est pour moi la grosse satisfaction de la Bahreïn Victorious. Quelle saison quand même de Fred White. C'est-à-dire qu'il lui manque la gagne, mais à part la victoire, ce qu'il a fait sur le Tour d'Espagne, sur le Tour de France, les étapes où il est à l'avant, dans les échappées, faut le faire, quoi. Et il a une force, Fred White, alors qui est, je crois, le plus âgé de ce classement, mais il a une force, c'est qu'il sent les bons coups. Je trouve qu'il a une science de la course qui est vraiment bonne déjà. Il sent quand l'échappée est la bonne. Il sent quand il faut suivre tel ou tel mec. Il sent quelle roue prendre sur un sprint. Parce que sur le Tour d'Espagne, il n'est pas énormément aidé. Pour faire deuxième du classement des sprinters, il n'est pas énormément aidé. Mais il sent les choses. C'est peut-être pas le coureur le plus impressionnant de la saison en termes de qualité physique. C'est peut-être pas la révélation, on pourrait dire en baroudeur et en sprinter puncher, un sprinter un sprinter un peu comme Pedersen. C'est vrai qu'il s'est révélé sur ce type de sprint là, mais en science de la course, pour moi c'est la révélation. Il a été impressionnant pour sentir les bons coups, vraiment très doué. 7ème du Tour des Flandres aussi, quand même. Pour moi c'est un Flandrien. C'est un profil plus flandrien, c'est un profil un peu baroudeur comme ça, baroudeur sprinter, qui on pourrait
Le comparer peut-être à un Greg Van Avermaet. Je pense qu'on peut le comparer à un Greg Van Avermaet en termes de profil. Il a les mêmes qualités au niveau du sprint. Il a les qualités pour passer les bosses. Bon, en plus, il a une encore meilleure séance de la course que Greg Van Avermaet. Et oui, on est sur un profil qui est très intéressant, Fred White. Et moi, j'attends vraiment de voir. J'espère qu'il va confirmer l'année prochaine. Et j'espère qu'on va lui donner plus de responsabilités l'année prochaine. Du côté de la Bahreïn, parce qu'ils ont un très très bon coureur. Contrat en plus jusqu'en 2025. Bon, bah, contrat jusqu'en 2025. Il faut en faire une bonne utilisation et il faut bien s'en servir. Et je pense que l'année prochaine, le voir sprinter sur un grand tour, ça serait pas dégueulasse. Le voir jouer un classement du maillot vert, ça serait pas imbécile de la part de la Bahreïn sur un grand tour. Surtout, je pense qu'il n'a pas besoin de beaucoup de coureurs pour l'aider. C'est en plus un avantage. Tu vois, par exemple, quand je vois le profil du Giro, cette année, avec pas mal d'étapes où vous pouvez partir de loin, où il y a des petites bosses qui sont intéressantes, je trouve que c'est des étapes qui peuvent correspondre à Fred White. Et je pense que ça serait pas con de penser à lui du côté de la Bahreïn Victorious, et puis de penser à lui sur les classiques du début d'année, surtout qu'il n'y a plus Colbrelli. Donc il y a un moment, c'est la relève de Colbrelli chez Bahreïn Victorious. Je pense qu'elle se situe du côté de Fred White. On passe tout de suite à la deuxième place du podium. Deuxième place du podium, le deuxième grimpeur espagnol de ce classement, Juan Ayuso. Le retour un petit peu des Espagnols dans les jeunes catégories, parce que c'est vrai que les Espagnols, bon, ça fait depuis des années qu'on attend la relève. Je vais dire qu'il y a une génération où on trouve Enric Mas, un peu Bilbao, et pas grand monde. Et bah là, on voit enfin une génération arriver, et avec Rodriguez, avec Juan Ayuso. Je pense même du côté des sprints avec Penalver, le coureur de la Burgos. C'est une génération qui est vraiment assez intéressante. Et ce qu'a fait Juan Ayuso cette année, c'est du lourd. Quand on voit son classement, troisième du Tour d'Espagne, pour un premier grand tour, ben, voilà quoi. Le dernier qui avait fait ça, c'était Pogacar et Vingegaard, les deux derniers qui ont fait ça, hein, sur leur premier grand tour à finir sur le podium. Donc ça montre déjà un petit peu le talent du coureur. C'est vraiment, à chaque fois on le compare à Contador, mais il y a quand même énormément de similitudes avec le Contador des premières années chez Astana, enfin chez Discovery et chez Astana, c'est-à-dire dans ses qualités de puncher, dans sa manière de courir, de sa manière de rouler sur le contre-la-montre. Je trouve que la ressemblance sur le contre-la-montre est assez impressionnante, je trouve, avec Contador. Et quand il attaque, bah ouais, on a l'impression d'avoir Pistolero, quoi. C'est vraiment des offensives, voilà, des accélérations qui font très très mal aux adversaires. Il a des qualités de puncher. J'espère qu'il fera pas la même erreur de Contador, de pas faire Liège ou de pas faire. Enfin voilà, alors faut savoir que Contador ne faisait pas les classiques belges, ou faisait très peu de classiques belges, a fait très peu de classiques belges dans sa carrière, parce que Contador avait un gros problème d'allergie au pollen. Et normalement, quand on arrive au moment des classiques ardennaises, on est en plein pendant le début de cette période de crise du pollen. Et donc, il souffrait de ça, Contador. Donc, c'est pour ça que Contador a rarement été performant sur ces classiques ardennaises et les a rarement faites. Enfin, il les a pas faites tant que ça dans sa carrière à cause de ce problème-là. Mais quand on voit Juan Ayuso, c'est du solide en 2022. Quatrième de la Drône Classique aussi, hein, en tout début de saison. Deuxième du Trofeo de Guaglia. On y revient encore. Cinquième du Tour de Catalogne. Quatrième du Tour de Romandie. Mais en plus, il a confirmé sur le Tour d'Espagne. Et ça, c'est pas n'importe quoi, quoi. Podium sur le Tour d'Espagne, bon, il a tenu 3 semaines.
toujours présent à l'attaque. Non, solide. Si UAE, alors après, il va falloir réussir. Chez UAE, ça va être vraiment il va falloir se casser la tête parce que ils ont tellement de coureurs maintenant bons en montagne que déjà pour être dans la sélection pour le Tour de France ou au Tour de Pogacar, c'est déjà extrêmement compliqué. Mais pour accéder au Grand Tour et être leader sur les Grands Tours, c'est vraiment un défi énorme. Parce que aujourd'hui, enfin, on le voit, hein, mais le calendrier fait qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour chaque coureur du AE d'être leader et même d'être lieutenant, quoi. Même la bagarre pour être lieutenant va être importante et j'espère qu'Owen Ayuso arrivera à être leader, notamment sur le Tour d'Espagne, je pense à l'année prochaine, qui est peut-être la plus grosse opportunité pour Owen Ayuso. Ouais, ça sera pas évident. Et puis, bon, cette année, quand même, sur le Tour d'Espagne, il a battu Almeida. Hein. Ça aussi, c'est pas négligé chez UAE, mais bon, on comprend pourquoi UAE a un contrat jusqu'en 2028. C'est l'un des coureurs professionnels qui a un des contrats qui va le plus loin. On comprend un petit peu pourquoi, hein, quand tu vois les qualités de ce coureur. On passe tout de suite aux mentions honorables. Comme toujours, les mentions honorables, et on commence honorable pour éviter de faire une liaison absolument ignoble. On commence avec Axel Zengler, le coureur de la Cofidis. Ça a été l'une des révélations cette saison, avec 3 victoires chez les professionnels, la Femmen Ardennes Classic, la route à l'élite vitrée, et une étape du Tour de Norvège, 4e du classement général du Tour de Norvège, 2e du circuit de Wallonie, 3e du Tour du Jura, 8e du Grand Prix de Wallonie, 7e de Rui van Kers Overijse, et puis 5e du circuit de la Sarthe, Pays de la Loire. Zengler, moi j'en avais déjà entendu parler avant cette année, notamment chez Delco, mais on savait que c'était un coureur qui était performant sur les courses françaises. Donc quand Cofidis l'a recruté, quand Delco, quand il est arrivé stagiaire, on savait déjà qu'il avait des qualités qui pouvaient être intéressantes pour passer chez les professionnels. De là à ce qu'il fasse la saison qu'il a faite cette année, où il fait également 9e de Paris-Bourges, voilà, il y a des très bons résultats sur les courses d'un jour. C'est un coureur qui a quand même une bonne pointe de vitesse, qui a des qualités de puncher. C'est un coureur qui est intéressant, je pense, pour cette équipe-là. Et moi, j'aimerais le voir sur des profils de classiques flandriennes. Parce que je pense que c'est un coureur qui, s'il a la caisse, peut être très bon sur les classiques flandriennes. Il n'en a pas fait au mois de mars. Donc moi, c'est un coureur que j'aimerais voir l'année prochaine sur les classiques flandriennes. Voilà, mais c'est un coureur qui a fait une très très bonne saison. Bon, il en manquait un petit peu pour entrer dans le top 10, mais j'avais envie de le signaler. Mathias Skelmose. Alors Skelmose, déjà, c'est un coureur qui pour moi, a passé un cap cette année, même s'il avait déjà fait 6e de l'UAE Tour. Son Tour du Luxembourg, moi, m'a impressionné. Il fait partie des attaquants sur les championnats du monde qui se sont rattrapés dans les derniers mètres. Et il finit 10e. 3e du Tour de Danemark, à domicile. 2e du Tour de l'Ain. 8e de la Classica Saint-Sébastien, 3e du Tour de Wallonie, 5e de la route d'Occitanie. Il y a eu des choses intéressantes quand même sur la saison de Skelmose, sur un profil de puncher aujourd'hui, mais qui est très intéressant sur les courses d'une semaine. Et je pense qu'on lui fait confiance chez Trek, déjà contrat jusqu'en 2024, mais deuxièmement quand on voit comment on l'a entouré en fin de saison, je pense notamment au Tour de Luxembourg, il y avait Chicone à son service.
c'est qu'on a compris les qualités qu'avait ce coureur. Et que chez Trek, on se dit, il n'y a pas 150 pépites chez les jeunes coureurs. Enfin, il n'y a pas beaucoup de jeunes chez Trek. Hein. C'est un effectif qui est quand même assez vieillissant. Et je pense que quand tu mets Ciccone au service d'un Schelmose sur une course comme le Tour de Luxembourg, c'est que tu as des certitudes sur les qualités physiques de ce coureur-là et que tu sais que dans les années à venir, c'est un coureur qui sera présent sur les courses d'une semaine du World Tour, voire peut-être mieux. Et Schelmose, quand on voit ce qu'il faut au championnat du monde, c'est peut-être même la seule satisfaction des Danois sur ces championnats du monde, c'est Schelmose au niveau de la course sur route, enfin de la course en ligne plutôt. Mais c'est un coureur qui est très très intéressant, hein, qui a commencé chez Léopard, mais voilà, maintenant ça fait depuis quelque temps qu'il est chez Trek, et je pense que c'est un coureur qui, au moins sur les courses d'une semaine, peut te sortir des très très bons classements, voire peut-être même mieux sur les courses de 3 semaines. Ça, il faudra encore voir dans les années à venir. Il est encore assez jeune, hein, il a que 22 ans. Alors je sais bien que Remco Evenepoel a remporté son premier grand tour à 22 ans, mais bon, tout le monde, encore une fois, tout le monde n'est pas Remco Evenepoel. Et Matthias Schelmose, on va voir ce que ça va donner, mais là aussi, on est sur un coureur qui est très intéressant. Axel Laurence, alors techniquement, avec un contrat jusqu'en 2023 avec la structure de Jérôme Pinault. Je dis plus de nom de sponsor parce que il y a tellement d'affaires avec autour de Jérôme Pinault qu'on se demande quand est-ce que ça va aboutir cette affaire-là et dans quelle situation. Si ça n'aboutissait pas, moi je serais Arkea, par exemple, je serais Total Energy, je me précipiterais sur Axel Laurence avec le peu de budget qui me reste, mais alors je demanderais même une rallonge de budget au sponsor pour Axel Laurence. Parce que quand tu fais deuxième de la Bretagne Classique derrière Van Aert, que tu remportes une étape de la Croix Race, que sur le Tour du Luxembourg, tu fais quand même 2 fois 6e, 1 fois 4e, 3e d'une étape du Tour de Poitou-Charentes, tout ça en étant chez BNB Hotel, hein, je rappelle encore une fois, qui n'est pas forcément la meilleure structure du monde. Sur ta première année pro, complète chez les pros, bah oui, c'est plus qu'intéressant. Je crois qu'il faudra regarder depuis longtemps un coureur qui a marqué autant de points chez BNB Hotel. Ils ne doivent pas être 150 dans leur carrière à avoir marqué autant de points chez BNB Hotel en une saison. Il doit y avoir peut-être Mozzato, il doit y avoir Brian Coquard, Bonamour, Quentin Paché ont dû le faire, mais il doit être dans les 5-6 meilleurs scores sur une saison du côté de BNB Hotel, et tous ces coureurs-là ne l'avaient pas fait à 21 ans. Ils ne l'avaient pas fait à 21 ans, mais surtout deuxième de la Bretagne Classique. Voilà quoi. Ça en impose. Je rappelle, c'est une course World Tour, la Bretagne Classique. Je rappelle également qu'il fait deuxième derrière Van Aert, devant pas mal de monde. Donc ouais. On est sur un coureur qui a vraiment des grosses qualités. Et il faut pas oublier également sa sœur, Tiffaine Laurence, aussi chez Arkea, qui est une fille qui a 24 ans. Elle est un peu plus vieille, mais elle aussi commence à avoir quelques petits résultats intéressants. Tiffaine Laurence. Et Axel Laurence, ouais, bah là on est quand même sur un coureur 21 ans, c'est du costaud quoi. C'est du costaud. Alors maintenant on verra ce que ça va donner. Déjà si BNB continue, ce qui est loin d'être assuré pour le moment. Parce que bon, pour l'instant on enregistre le 10 novembre, les nouvelles sont pas extrêmement bonnes. Alors j'ai pas fait de vidéo sur le cas BNB Hotel, mais j'attends de voir quel sera le fin mot de l'histoire. J'espère que le fin mot de l'histoire sera positif, notamment pour les gens qui travaillent dans cette entreprise, parce qu'une équipe cycliste c'est une entreprise.
Mais voilà, et notamment les coureurs, mais aussi les personnes de l'ombre, les mécanos, les mecs qui s'occupent de la logistique. Enfin voilà, il y a plein de postes importants. Le secrétariat, enfin voilà. Donc on espère que ça va aller mieux du côté de BNB et que les choix de Jérôme Pinault ne seront pas trop catastrophiques sur le long terme. On continue avec Ethan Vermeulen. Axel Laurent, on est à peu près sur le même profil. Là aussi, des résultats très intéressants, notamment en Belgique. Je pense notamment à sa victoire sur le Tour de Catalogne qui était assez intéressante. Alors dommage, il a fait assez peu de jours de course dans sa saison. Peut-être une blessure, parce que je vois qu'il a abandonné le Shell des Prages. Mais il a eu des très bons résultats. Moi, je l'ai vu, c'était au moment du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, où j'avais trouvé qu'il avait été très très bon. Et puis Tour de Slovaquie, il a remporté les 2 premières étapes aussi. Donc non, il y a des bons résultats chez ce coureur qui a une année de contrat encore. Ça serait bien l'année prochaine de le voir sur des courses peut-être un peu plus importantes avec un peu plus de densité, surtout. Et puis le voir faire une saison à plus de 60 jours de course pour voir comment il arrive à tenir la forme sur les différents résultats. Tobias Allan Johannessen, voilà, on est sur du lourd, hein, vainqueur du Tour de l'Avenir l'année dernière, mais c'est pas toujours simple de passer de la catégorie espoir à la catégorie professionnelle, enfin la catégorie élite. Et lui, je trouve qu'il s'en est très très bien, qu'il s'est très très bien débrouillé. Alors là aussi, on est sur un coureur qui a eu très peu de jours de course parce qu'il a arrêté au mois d'août. Son dernier jour de course, c'était le 14 août où il abandonne sur le Tour de Norvège. Mais 4e de la Mont Ventoux dénivelé challenge, 5e d'une étape du Dauphiné libéré, 10e du général quand même du Dauphiné. Alors je sais bien que le Dauphiné cette année il n'y avait pas une concurrence énorme, mais 23 ans. 4e du Tour de Norvège, voilà. Et 7e du Tour de Catalogne, qui était peut-être pas le meilleur Tour de Catalogne de l'histoire, mais pour aller chercher cette 7e place, il a dû se battre notamment dans la dernière étape. Et 3e de l'étoile de Bessèges, vainqueur du Mont Bouquet cette saison. C'est intéressant, c'est pas mal pour ce coureur-là. Pour entrer dans les mecs de devant, il fallait encore un peu mieux. Mais je pense qu'avec une OX, on essaye de faire les choses bien avec ce coureur-là et on essaye de pas trop s'emballer, de pas faire d'erreurs, à vouloir trop en faire. Donc c'est, je pense aussi la raison qui fait que on ne prend pas trop de risques avec Tobias Allan Johannessen. Andrea Piccolo. Alors Andrea Piccolo, on est déjà sur quelqu'un qui a beaucoup de vécu, parce que quand tu as 21 ans, que tu te retrouves dans la situation d'être chez Astana pour au bout d'un an et demi de carrière, que tu te retrouves en fait à être viré d'Astana en cours de saison en 2021. Il se retrouve chez Gazprom, sauf que Gazprom arrête au mois de mars. Il se retrouve ensuite avec la fameuse sélection italienne. Il arrive à retrouver un contrat avec Drone Hooper, sauf que Drone Hooper ne le garde qu'un mois, un gros mois et demi, un petit mois et demi même, parce que Drone Hooper, financièrement, ça va pas très fort pour l'équipe d'Androni Giocattoli qui pourrait repartir en continental avec seulement Androni Giocattoli, ce qui est un peu triste, et qui finit la saison avec EF. C'est-à-dire qu'en cours de saison, il a fait 3 équipes et en 2 ans, il a fait 4 équipes. Enfin, à 21 ans, il a que 21 ans. Piccolo, déjà, moralement, il faut avoir envie de faire toujours du cyclisme chez les professionnels, quoi, hein. C'est pas forcément très évident, mais en plus, la fin de saison qu'il a réalisée avec EF, parce que sur les classiques italiennes, c'est la révélation de la fin de saison sur les classiques italiennes. 3e de la Coppa Agostini, 2e également de la Japan Cup Cycle Road Race, 11e du Tour de Lombardie, 5e de la Marineland Cycling Classic, 10e de la Bretagne Classique, 2e du circuit des Gate Show derrière Juan Ayuso.
Et oui, pas des moindres. Quatrième des championnats d'Italie sur route, ce qui lui avait... voilà, donc il y a eu vraiment des choses très très intéressantes. 28 jours de course, en plus il a fallu faire avec un calendrier pas simple pour lui. Il n'est pas dans le classement cette année, mais l'année prochaine, dans le classement des meilleurs punchers ou des bonnes confirmations, je sais pas, des top coureurs, parce que j'ai pas fait de classement des punchers, mais dans un classement comme ça, eh ben Coco il sera certainement bien classé parce que il a été très très bon. Voilà, en fin d'année. Donc s'il arrive à faire la même chose l'année prochaine dans des conditions beaucoup plus stables chez EF, peut devenir un coureur très très intéressant. Et pour EF, c'est un coureur qui peut marquer des points et des gros points. Et ça c'est important pour l'équipe de Jonathan Vaughters parce que cette année c'est passé un peu ric-rac quand même au niveau du classement UCI. Ça serait con qu'il leur arrive la même chose dans 3 ans. Donc il va falloir marquer des points. Mais j'ai l'impression que la direction sportive l'a enfin compris chez EF. Et peut-être que Jonathan Vaughters va un peu plus se concentrer sur la direction de son équipe. On termine avec Luc Plapp du côté des mentions honorables. Très bon début de saison du côté de Luc Plapp. Ça a été un peu plus compliqué après, notamment sur le Tour d'Espagne où il était assez transparent par le chrono Utrecht. Et déjà sur la dernière partie de saison, ça a été un peu plus compliqué, mais sinon le reste ça a été très bien. Notamment champion d'Australie, notamment 5e et 6e sur les 2 courses des Jeux du Commonwealth. Vainqueur du 3e du Tour de Norvège, 9e du Tour de Romandie. Donc voilà, il y a eu des choses très bien, très bonnes du côté de Luc Plapp, bon sur le chrono, pas mal sur les bosses aussi. Luc Plapp, bon bah l'année prochaine, il faudra confirmer ça à 22 ans. Ça peut être assez intéressant parce que c'est un coureur, je pense, qui a encore un gros gap de progression parce qu'on sait que en Australie, c'est compliqué dans les catégories junior et espoir, hein. C'est pas toujours le meilleur pays pour accéder au niveau, donc il y a encore, je pense, un gros gap de progression. Et encore une fois, si Ineos l'a recruté, c'est qu'ils savent qu'il est capable de passer ce cap, je pense, Luc Plapp, mais il faudra confirmer l'année prochaine pour le coureur australien. Eh bien, on passe désormais au grand vainqueur de ce classement, qui est ma grande révélation de la saison 2022 de cyclisme, Arnaud Delis. Arnaud Delis. Parce que Arnaud Delis, quoi. Hein, parce que j'ai l'impression qu'avec ce coureur-là, on est sur quelque chose de très intéressant, quoi. Il s'est retrouvé quand même dans une situation, on parlait d'Andrea Piccolo qui n'était pas dans une situation facile, mais la situation d'Arnaud Delis, c'est-à-dire que au cours de saison, la réussite peut-être de ta formation dépend de tes résultats quand tu as 20 ans. Faut l'encaisser, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à avoir une pression sur les épaules énorme, Arnaud Delis. C'est-à-dire que les résultats de l'équipe dépendaient de lui. 9 victoires cette année. On parlait de l'Avcoy. Le problème, la différence, c'est que je trouve que les victoires d'Arnaud Delis sont plus impressionnantes que les victoires de l'Avcoy. Il a, notamment sur la Volta Limburg Classic, été impressionnant dans son sprint. C'est un coureur qui a une puissance assez formidable. C'est un coureur qui est fait pour les classiques belges. Ça, il n'y a pas de souci. Pour les classiques flandriennes, il n'y a pas de souci. Mais il m'a impressionné. Les courses, les quelques courses, parce que c'est même ça qui m'a un peu déçu, parce que j'ai pas pu le voir très souvent cette année. Mais les courses qu'il a fait cette année, les sprints que j'ai eus, il y a des fois je me suis pris une claque. Le mec, il met une puissance dans les sprints qui est impressionnante. Et 9 victoires, mais il y a aussi des top 5. Hein. Il y a beaucoup de top 5 sur son année. C'est costaud, quoi. C'est très très costaud. Et on s'y attendait pas vraiment en début de saison.
on s'attendait à ce que les résultats, ça soit sur les épaules de, de Caleb Ewan. Pourquoi pas Steph Kras tenter de faire un top 15 ou un top 10 sur un grand tour, sur un tour d'Espagne, ou un truc comme ça. En fait, il a failli sauver l'équipe, quoi. Il a failli sauver une situation qui était quand même pas bien embarquée. Il permet à la Loto d'avoir des invitations sur tous les grands tours l'année prochaine. C'est grâce à lui. Donc, ouais. Bah, costaud, quoi. Costaud, Arnaud Delis. C'est devenir une pépite en un an. Lui, il a réussi à le faire. Parce que sa première victoire, c'est au Trofeo Playa de Palma. Mais la première fois où beaucoup de gens le remarquent, c'est le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Et la Volta Limbourg Classique, énorme. Troisième de nos Corseux, quand même. Huitième de l'ancêtre, du nouveau de Pantour. Quatrième du Trobroléon. Troisième de la Vedendal classique. Puis je parle pas de tous ces résultats sur les Coupes de Belgique, non. Vraiment du très très bon. Du très très bon. Alors par contre, sur les courses par étapes, que ça soit le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, où il était là surtout pour bosser pour Caleb Ewan, mais sur le Tour de Belgique, alors il y a une victoire sur le Tour de Wallonie, ça a été un peu plus compliqué. Donc peut-être des petits soucis de récupération à voir. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il avait 20 ans et que à 20 ans, t'as pas toujours la caisse que t'as ensuite dans tes années futures. Mais sinon, voilà quoi. Et puis il y a des 8e de Paris-Bourges, 15e de la Famenne Ardennes Classique, 8e de Paris-Bourges, alors qu'il se plante complètement dans le dernier kilomètre. Pour emmener le sprint du côté de la Loto, c'est une catastrophe. Parce qu'il faut aussi dire ça, c'est-à-dire qu'il a 9 victoires cette année, alors que la plupart du temps, la Loto a fait n'importe quoi pour amener les sprints. C'est-à-dire qu'ils roulent en tête à 50 bornes de l'arrivée et puis ils ne sont pas capables d'avoir un mec dans les 5 derniers kilomètres pour aider leur sprinter. Donc c'est-à-dire que malgré tout ça, il a réussi à s'imposer. C'est là aussi où si je fais une différence avec Olaf Koy, c'est qu'Olaf Koy, la Jumbo, ça maîtrise au niveau des sprints. Alors que la Loto cette année, collectivement, ils ont souvent été à la ramasse quand même, sur les 5 derniers kilomètres. Et il a quand même réussi à gagner 9 fois. Donc ça montre le talent d'Arnaud Delis. Et j'espère que la Loto va avoir des bons résultats sur les 2 prochaines années, parce que ça serait con de se faire piquer par une équipe étrangère, ou par la Quick Step, ou par Intermarché dans les années à venir. Donc il va falloir bosser un petit peu du côté de la Loto pour le conserver. Et peut-être qu'il l'emmener sur les grands tours également. Mais il ne faudra pas aller trop vite également du côté de la Loto avec Arnaud Delis. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, j'ai déjà dit, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Et puis nous, on se retrouve donc samedi prochain, 18h, même heure, pour un nouveau bilan de la saison 2022. Allez, ciao ciao!